Bonjour à tous, c'est Greg, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo où on va parler de comment choisir un artisan. J'ai fait un petit sondage sur le groupe récemment et je me suis rendu compte qu'en fait les travaux c'était vraiment un frein pour vous, c'était quelque chose qui vous apparemment vous posait souci. Et donc je me suis dit la meilleure solution pour y remédier c'est d'appeler quelqu'un qui en fait beaucoup, mais genre vraiment beaucoup. Et donc ouais, vous avez vu que je suis pas tout seul, ça le fait sourire. Il va se présenter, on va parler un peu de tous les points qu'il faut qu'on vérifie, que vous vérifiez avant de démarrer vos travaux. On va voir ça de long, large, en travers. Donc si c'est pas encore fait, ben, évidemment abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche. N'oubliez pas de mettre un pouce like parce qu'on prend du temps lui et moi. C'est gratuit pour lui comme pour moi, donc on fait vraiment ça pour vraiment vous aider. Et donc n'oubliez pas de mettre un énorme pouce like rien que pour ça. Donc ben, JB, est-ce que tu peux te présenter? Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que tu fais dans la vie et nous raconter un peu tes activités? Ouais, bah, merci de me recevoir, Greg. Alors, Jean-Baptiste Gallier. Moi, je suis maître d'œuvre. J'ai une formation d'ingénieur travaux. J'ai fait ça pendant 5 ans chez Bouygues Construction. Après, je suis passé maître d'œuvre encore chez Bouygues et j'ai monté ma société il y a un an de maîtrise d'œuvre pour investisseurs. Donc, ça fait un an que j'accompagne des investisseurs et des marchands de biens sur leurs projets de travaux. Je travaille aussi avec des particuliers. L'idée, c'est de les accompagner sur leur projet complet de A à Z, de l'estimation des travaux, au choix des artisans, au suivi des travaux jusqu'à la réception. Cool. Euh, Donc toi, tu es maître d'œuvre sur Bordeaux. Alors pour la petite anecdote, on s'est rencontrés évidemment, on participe, lui et moi, assez régulièrement à des rencontres, donc ça fait un petit moment qu'on se suit. Donc c'est plutôt, donc du coup voilà, ça fait partie des membres de mon réseau. Donc d'abord la première question que je voulais te poser, JB, c'est déjà quand on a besoin de choisir un artisan, sur quels critères on se base? Comment on fait, par exemple, si demain j'ai besoin de choisir un artisan, où c'est que je peux trouver des artisans sérieux, quoi? Déjà, il y a pas mal de questions à se poser avant ça. Ouais. Euh, la première question, c'est sur l'investissement en temps et en énergie que tu as envie d'y mettre. Je te dis ça parce que il y a des gens qui cherchent des artisans, mais au final, ils veulent quand même en faire une partie eux-mêmes. Donc, parfois, pour des petits projets, ça suffit de prendre un petit artisan qui va gérer la moitié et toi, tu gères l'autre moitié. Il y a des projets plus importants où tu as besoin, par exemple, de plusieurs artisans. Ou alors, tu as aussi, en fait, il y a tellement de critères. Avant de choisir l'artisan, tu as soit tu as le temps de t'en occuper, soit tu as le temps de t'en occuper, donc tu peux gérer les artisans en direct, soit t'as pas envie de t'en occuper, mais tu as un peu de temps, donc tu peux faire appel à une entreprise générale. En fait, moi, je ferais bien le distinguo entre le gros œuvre et le second œuvre. C'est-à-dire que, par exemple, quand on parle de prendre plusieurs artisans, c'est dans le cas où, par exemple, tu fais une construction entière neuve. Ben là, du coup, c'est plusieurs corps de métier qui vont se succéder. Si on fait des rénaux simples, si on fait des rénaux de second œuvre, comme on fait beaucoup dans l'investissement locatif, toi, tu conseilles plutôt de prendre plusieurs corps de métiers séparés, par exemple prendre un plombier, un peintre, un électricien, ou est-ce que tu conseilles de prendre une entreprise générale du bâtiment? Comment tu vois les choses au niveau tarif, au niveau délai, au niveau organisation? Alors, moi, j'ai un point de vue où je préfère confier un lot à une entreprise parce que j'ai le point de vue où je pense que l'entreprise est compétente dans son métier et qu'elle Ok. n'est pas forcément compétente dans tous les métiers. Néanmoins, tu as des projets où tu peux prendre une entreprise générale. Parfois, c'est plus simple pour toi de gérer une entreprise qui va s'occuper de tout et de gérer tous les lots. D'accord. Ok. Encore une fois, comme tu disais, ça dépend du prix aussi. Il faut savoir que si tu prends des artisans encore des séparés, ce sera moins cher, Mm. mais tu vas y passer plus de temps, plus d'investissement. Si tu prends une entreprise générale, bah, ce sera un peu plus cher, mais tu achètes un peu ta tranquillité. Ouais. Alors moi, c'est ce que j'ai fait personnellement sur les rénaux que j'ai. J'ai toujours favorisé les entreprises générales du bâtiment. Ça a un coût, évidemment, c'est tout le temps plus cher que des artisans séparés. Mais j'ai gagné en termes de temps et de tranquillité. J'ai gagné en termes d'efficacité aussi parce que j'avais qu'un seul interlocuteur. Donc quand ça allait pas, j'appelais une seule Mm. personne et du coup, je lui disais ce que je pensais. Et du coup, ça permettait d'avancer. C'était vachement plus réactif. Mais des fois, comme dit JB, ça vaut vraiment le coup de prendre par exemple des artisans séparés. Alors des fois, ça existe même carrément des coopératives d'artisans qui bossent directement ensemble. Par exemple, l'électricien connaît, je sais pas, un plaquiste, connaît un peintre avec qui il a l'habitude de travailler, avec qui il a déjà fait tel ou tel chantier. Et du coup, ça vaut vraiment le coup de bosser, de prendre les artisans qui sont avec, de prendre le package. Donc ensuite,
il y a la notion de confiance, mais d'abord, avant de signer un devis, donc vous les faites venir, vous faites faire un devis chiffré. Mais ce qui est important, c'est avant même de démarrer, c'est de vérifier qu'il soit vraiment crédible. C'est-à-dire, on va en parler après avec JB, on va parler des responsabilités civiles et des décennales. Alors toi, du coup, JB, quand tu choisis un artisan, quand tu prends un artisan sur les rénovations pour tes clients, qu'est-ce que tu leur demandes comme document? Moi, alors, c'est vrai que sur les premiers artisans, bah, tu leur demandes déjà qu'ils te donnent un devis. Le devis, tu vois tout de suite à qui tu as affaire. Si c'est un devis qui est vraiment détaillé, qui est propre, ou si c'est un devis qui est fait à l'arrache sur Excel. Ouais, Non, mais c'est vrai, hein, à l'arrache sur Excel. forfait de temps. Exactement, ouais. Euh, et les bons artisans, généralement, ils t'envoient leur assurance décennale en même temps que leur devis. Ouais, Donc, ça c'est. et quand tu reçois ça, déjà, c'est un bon signe. Quand tu le reçois pas, bah, tu le demandes par ailleurs, mais l'artisan qui fait ça, ça lui permet de gagner du temps aussi, parce que sincèrement, les gars, ils sont débordés. Donc, Ouais. ils t'envoient le devis et l'assurance décennale en même temps, ça lui évite de renvoyer un deuxième mail. Donc ça c'est un super gage de sérieux. C'est vrai que les en-têtes sur les devis, la façon dont est développé le devis, vous allez très vite savoir à qui vous avez affaire, si c'est vraiment des charlots, si c'est vraiment des gens qui sont vraiment professionnels. Je parlais tout à l'heure des lignes de forfait, et ils sont spécialistes parce qu'en fait, en général, les artisans, ça les gonfle au plus haut point de faire des devis, Ouais. ce que je peux comprendre. Mais nous, on a besoin de savoir où on met les pieds. Les forfaits, ça nous intéresse pas. Nous, on a besoin de connaître les surfaces. On a besoin de connaître exactement poste par poste ce qu'ils vont faire sur le chantier. Et du coup, plus on apporte de précision, plus en général, c'est gage de sérieux. J'ai- JB, combien tu conseilles de faire de devis quand on démarre un chantier? Combien on peut faire de devis? Enfin, qu'est-ce qui est bon pour le chantier, quoi? Il y a deux choses. Bah, idéalement, faire plusieurs devis. Idéalement, plusieurs devis, tu en fais deux ou trois. C'est pas la peine d'en faire plus. Sauf si vraiment tu es hors de ton budget et là, faut peut-être revoir le projet. Mais si tu fais deux ou trois devis et que tu as des prix similaires, bah, c'est que c'est les prix de marché. Après, faire des devis, ça demande du temps aussi. Donc, Ouais. tout ça demande du temps pour toi et pour l'artisan. Parce que toi, il faut que tu ailles sur le projet, faut que tu accueilles les entreprises, que tu leur expliques le projet. Donc, c'est vrai que ça prend du temps aussi. Est-ce, Parfois, un devis, ça peut suffire, hein. ouais, Franchement, si, alors, ça suffit si la personne a été recommandée, si tu as confiance dans la personne et d'accord. si ça rentre dans ton enveloppe. Mais, Donc, moi, je suis mais partisan de faire deux ou trois devis maximum. C'est pas, moi, je suis c'est comme toi. ça. Je sais pas, je vois pas vraiment l'intérêt d'en faire plus parce que ça prend beaucoup de temps. C'est très chiant. Les artisans, des fois, ils mettent un peu de temps comment dire, à faire le devis en soi. Donc, du coup, on peut perdre du temps. Après, il faut y revenir. Souvent, les projets qu'on a d'investissement locatif, sont à plusieurs centaines de kilomètres. Donc, du coup, on est obligé d'y aller passer quelques samedis. Donc, c'est vraiment pénible. Donc, il faut vraiment essayer de grouper. Euh, Après, JB, c'est une question un peu piège, mais est-ce que tu fais venir tout le monde en même temps, les artisans, quand tu fais faire les devis, ou est-ce que tu leur donnes des créneaux horaires séparés pour faire les devis sur les lots? Ça, c'est ma question, ça. Ça se fait pas de les faire venir en même temps. Exactement. Alors, ça se fait pas, néanmoins, ce qui est bien, c'est de leur dire. Parce que si tu leur dis pas, si tu leur dis qu'il y a qu'une seule entreprise et que c'est pas vrai et qu'ils le savent après, bah, ils vont te dire, bah, je viens pas. Ouais, Euh, non, ça mais c'est. c'est vrai, hein. Ouais. Mais du coup, c'est bien de leur dire, je consulte plusieurs entreprises, comme ça leur pose un cadre tout de suite. Et par contre, tu les fais pas venir en même temps. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, Ouais, l'effet de les mettre en concurrence, leur dire, ben voilà, il y a peut-être telle entreprise que vous connaissez déjà qui va venir faire des devis sur ce chantier-là. J'en ai pris une autre. Après, il faut leur dire, voilà, on va en prendre deux, trois, on va choisir celle qui nous intéresse le plus. Du coup, après, l'autre conseil aussi que je peux vous donner, c'est, moi, je marche beaucoup au feeling aussi. Je regarde pas forcément que les prix. Alors, je sais pas comment tu marches toi sur le sujet, mais en fait, les gens, moi, j'ai déjà fait des devis. Le mec s'est pointé en short et en tongs, quoi. Donc ça, je me suis dit, non, c'est pas possible, quoi. Je veux dire, et en plus, il m'a allumé sur le devis, donc j'ai dit, bon, là, c'est next, c'est même pas la peine d'y penser. Mais toi, quel est ton ressenti? Est-ce que tu marches un peu au feeling avec les artisans? si, justement, c'est ce que j'en parlais avec un marchand de biens il y a très peu de temps, parce que je lui ai apporté des devis sur un projet. Elle m'a dit, ah, c'est pas cher. Bah, je lui ai dit, bah, c'est bien, c'est pas cher, mais c'est pas parce que c'est pas cher qu'il faut les prendre. Il faut les prendre parce que c'est pas cher et que enfin, et que tu connais la qualité et que tu sais que ça va être géré dans les délais. Parce que parfois, si c'est pas cher mais que ça dure un an, et ben, tu as perdu tout l'argent que tu veux. Ah Et oui. toutes tes économies, elles sont perdues. Donc, tout comme toi, franchement, c'est une histoire de feeling et de confiance que tu as dans la personne. Le problème, c'est quand tu connais personne.
C'est Ouais. quand tu connais personne et que tu sais pas à qui t'adresser. Ouais, Mais alors là, le conseil qu'on peut donner, c'est que bon, nous, on fait partie de groupes d'investisseurs, donc c'est gratuit et c'est ouvert à tous. Il y a des groupes Facebook qui sont là pour ça, il y a des événements qui sont créés. Alors là, j'en fais un par exemple vendredi qui arrive. Il y en a souvent dans votre région, donc faut pas hésiter à aller parler aux investisseurs, demander des contacts, pas hésiter à leur demander est-ce que tu as bossé avec telle boîte, est-ce qu'ils sont sérieux, est-ce qu'ils ont été réactifs, est-ce que le travail est soigné. Il faut pas hésiter à lui demander des contacts, faut vraiment aller les chercher. Ensuite, j'ai une autre question pour toi aussi, JB, c'est est-ce que tu favorises plutôt des gens qui sont en micro-entreprise ou plutôt des gens qui sont directement en société? Les auto-entrepreneurs, quel est ton point de vue sur le sujet? j'ai rien contre les micro-entrepreneurs, déjà. Euh, idéalement, je favorise les sociétés. Sociétés parce que bah, tu as plus de crédibilité et généralement, elles sont mieux assurées aussi. Néanmoins, un auto-entrepreneur qui est bien assuré, y a pas de Ouais, problème à travailler avec lui, hein. ça te pose pas de soucis particuliers. Alors moi, Non. j'ai eu le cas de Par figure contre, j'ai eu le cas de figure ouais, sur un de par mes contre, il faut, chantiers. excuse-moi, je t'ai Ouais, coupé. Par contre, il faut qu'il soit compétent, quoi. Si c'est un ouais, auto-entrepreneur mais qui sait rien faire et qui a commencé à bosser la semaine dernière, c'est pas la peine. ouais. Ouais, je comprends. Après, est-ce que tu demandes comment dire, des photos de chantier, des réalisations, des choses comme ça aux artisans? Est-ce que tu leur demandes ben, qu'est-ce qu'ils savent faire? Montrez-moi des exemples de salle de bain, de cuisine, des choses comme ça? Oui, ouais, je leur demande et idéalement, quand je peux, je vais même voir sur un chantier. Ah oui, d'accord. Ça, c'est le Ouais, top. Ça, c'est le top. c'est top. Alors ça, c'est top si ils ont des chantiers en cours et que tu peux y accéder. C'est pas forcément toujours le cas, mais et qui sont proches de chez toi, parce que Ouais, parfois ils sont super loin. c'est un peu Mais compliqué. idéalement, c'est vraiment le top. Alors ça, j'ai déjà eu fait dans le passé, c'était vraiment bien. L'entrepreneur m'avait dit, écoute, on est en chantier 2 rues plus loin, viens voir ce qu'on fait. Et, du coup, je suis monté voir dans l'immeuble, ils étaient en train de rénover, c'était un énorme hôtel qui s'était en train de transformer en logement d'habitation. Donc là, je sais pas que j'ai halluciné, mais un peu, je me suis dit, ouais, du coup, j'ai pu voir les finitions. En plus, ils étaient sur les phases finales, ils étaient en train de repeindre les communs. Donc, ils étaient vraiment en train de finir le chantier, donc j'ai pu voir vraiment constater. Donc évidemment, c'était pas les moins chers, mais j'ai pu voir la qualité du travail. Ça, c'était plutôt pas mal. On va passer sur les acomptes, JB. Alors, comment tu marches sur les acomptes sur les chantiers? Comment tu fonctionnes, toi? Alors, il y a une chose, c'est que dans le milieu des artisans ou des entreprises, ils te demandent un acompte. L'acompte, il permet deux choses. Il permet de verrouiller le devis que tu as fait, de prendre un engagement mutuel entre l'investisseur ou le particulier et l'entreprise. Parce, parce qu'en fait, tu as des gens qui signent un devis, mais l'entreprise, elle commandera jamais le matériel tant qu'elle a pas reçu l'acompte. Ça peut se comprendre, hein? Parce Oui, que oui. si le lendemain, elle lui dit, oh bah finalement, j'ai changé d'avis, ce qui arrive, et bah l'entreprise, elle se retrouve avec du matériel sur les bras. Ouais, ça, c'est pas cool. Donc, et ça arrive, enfin, moi, j'ai jamais eu le cas, mais j'ai déjà entendu des histoires comme ça. Euh, du coup, du coup, l'acompte, il est quasiment obligatoire, hein. Il est quasiment obligatoire. Par contre, il faut pas le verser trop tôt. Il faut le verser 3 semaines avant de commencer. Et vraiment, tu te mets d'accord et tu t'envoies la compte très peu de temps avant. Avant de démarrer le chantier, tu veux dire. C'est ça, ouais. Après, en termes de... Parce que tu sais, bon, quand on fait une acquisition, il y a toujours des délais. Bon, il y a les phases de financement, il y a les phases de compromis. Ensuite, il y a les phases d'acte authentique. Toi, tu préconises quoi en termes de début de travaux? Est-ce que tu penses qu'on peut, dès que l'offre de prêt est renvoyée, signée, que les délais de rétractation sont passés, donc on est sûr, entre guillemets, d'aller jusqu'à l'acte authentique, est-ce que tu préconises de commencer les travaux dès que possible ou tu veux vraiment attendre l'acte authentique? Comment tu fonctionnes? C'est plus le ressenti de l'acquéreur, en fait. S'il veut être sûr de son projet et qu'il n'est pas à 3 semaines près, il se dit, bon, bah, dès que j'ai signé, je vous envoie les acomptes, c'est sûr, et on commence 3 semaines, un mois après. Mm. Ça permet vraiment de se rassurer parce que si il signe l'acte authentique et que pour une raison enfin, pour n'importe quelle raison, ça va pas jusqu'au bout, ça m'est déjà arrivé. Pas cool. Et du coup, bah, tu te retrouves avec des acomptes envoyés, une entreprise qui a prévu de faire un projet et qui au final ne va pas le faire. C'est, je pense que la situation est un peu délicate. Mm. Alors moi, de mon expérience perso, j'ai déjà commencé des travaux avant les actes authentiques. Les offres de prêt étaient renvoyées, signées, on était sûr qu'on allait démarrer le chantier. J'ai versé un acompte et du coup, bon, on a pu enchaîner sur les travaux assez rapidement, donc ça s'est plutôt bien passé. Là, faut faire très attention parce que comme on n'est pas 100% propriétaire, C'est ça. logiquement, on n'est pas censé démarrer les travaux. Donc il faut vraiment faire attention. Il y a des questions d'assurance aussi
on compte. C'est-à-dire que par exemple, comme dit JB, si jamais vous n'allez pas au bout et que par exemple la mairie préempte ou qu'en fait il y a un souci sur le prêt ou je sais pas quoi, bah, du coup vous avez versé des acomptes, l'entreprise a commencé à travailler, du coup il y a forcément y avoir peut-être une facture ou quelque chose comme ça à régler, donc faut vraiment faire Ouais, attention à ça. Ça peut. perso, je l'ai jamais fait de commencer avant l'acte authentique. Et même les clients, ils me disent, on attend. Ouais, 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 c'est mieux. Franchement, c'est mieux. Franchement, c'est mieux parce que c'était plus serein. Ouais, ouais, moi j'ai déjà fait parce que je suis un peu furieux, mais c'est vrai que des fois Après, ça vaut le coup d'attendre un mois que l'acte authentique soit signé pour démarrer et être tranquille, quoi. Après, ce que tu peux faire, c'est si c'est une grange toute pourrie et que, il y a plein d'encombrants dedans, tu peux déjà commencer à les Ouais, enlever. Ça coûte rien, ça engage personne. ouais. Mais par exemple, si c'est la démolition à faire et que tu te prends un bout de cloison sur la tronche et que du coup tu te retrouves à l'hosto, enfin, tu vois, ça peut vite être dramatique, quoi. Enfin, Ouais, tout à fait. Ouais. faut vraiment faire gaffe à ça. Euh, il y a pas mal il y a pas mal de questions aussi autour de la notion de confiance, tu vois, autour de la notion de feeling avec les artisans. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est quand même difficile à percevoir parce que quand on débute, il y a beaucoup de débutants qui viennent me parler en MP et qui me disent: Tam, mais Grégoire, choisir un artisan, c'est vraiment pas facile. Comment on fait pour reconnaître quelqu'un qui est crédible ou pas du tout? Alors, on l'a évoqué un peu avec JB, mais euh, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que vraiment comment dire, tu te projettes avec l'entreprise sur le long terme ou est-ce que tu prends toujours systématiquement des entreprises nouvelles ou comment tu fonctionnes? Est-ce que tu as des partenaires vraiment sur le long terme? En fait, quand c'est ton premier projet que tu connais personne et même si on te recommande des personnes sur ton groupe, euh, il y a deux autres solutions. Si tu n'as vraiment pas confiance, tu peux faire appel soit à un archi ou un maître d'œuvre, comme Ouais, moi, soit à un courtier en travaux. Et le courtier en travaux ou le maître d'œuvre ou l'archi, c'est des tiers de confiance. Et ok, tu les payes, mais ils t'apportent quand même leur réseau d'entreprise et la confiance qui va avec. Parce que si moi, si je fais un projet et que je t'apporte quelqu'un en qui j'ai confiance, avec qui je fais des projets régulièrement. Je vais pas t'apporter quelqu'un qui va saccager ton appart ou ton immeuble. ouais, ouais. Parce que du coup, moi, je mets en jeu ma confiance aussi et ma notoriété. Donc, tu peux faire appel à ce tiers de confiance-là qui est le courtier ou le maître d'œuvre aussi. Du coup, tu peux nous dire un peu la différence entre courtier, maître d'œuvre, architecte, en termes de taille de projet aussi, pour essayer de se faire un peu un ordre d'idée? Ouais. Si, ça dépend du projet, encore une fois. Si ton projet il nécessite un permis de construire et qu'il fait plus de 150 mètres carrés, architecte, directement. Au moins pour la partie permis de construire. Euh, Si tu as un projet simple, qui est Une, pas très compliqué, une réno simple, ouais. Ouais. tu peux faire appel à un courtier en travaux. Le courtier en travaux, il va te présenter les entreprises avec qui il a des partenariats. Et c'est pareil, le courtier en travaux, il te présente son réseau avec qui il travaille régulièrement. Donc, tout le monde a intérêt à ce que ça se passe bien. Ok. Mais les courtiers en travaux, on est clair, logiquement, ils font pas de suivi de chantier, ils vont juste C'est présenter ça. des entreprises avec des devis, ils vont faire les devis, en fait, en gros, ils vont faire les devis pour vous, ils vont aller sur place avec les entreprises, ils vont faire les devis, ils vont vous Oui, présenter les devis, mais en général, ils font pas le suivi de travaux. c'est ça. C'est pour ça que tu as aussi les maîtres d'œuvre. Ouais, voilà, c'est pour ça qu'il y a des maîtres d'œuvre. Toi, est-ce que Ils tu te as font. tu as comment dire, d'un montant de travaux à laquelle tu travailles ou t'as pas de montant minimum, entre guillemets? En fait, il y a des montants. En fait, il y a un montant de travaux qui s'impose parce Ouais, qu'en fait, sur un maître d'œuvre, tu payes des honoraires. ouais. Et si tu veux pas payer des honoraires pour 10 000 euros, enfin, si tu veux pas payer 3 000 euros d'honoraires pour 10 000 euros de travaux, tu prends pas de maître d'œuvre. Ouais, Il c'est faut vrai. que ton projet il soit allé entre, je dirais, 60, 80 000, 100 000 euros minimum Ouais. pour Après, que ça bon, se justifie, hein. non, mais ouais, ça justifie. Mais après, c'est vrai que quand tu es sur des immeubles, des gros immeubles, tu as de la Ça paye, ouais. distance. Tu as de la distance, il y a 3, 4, 5, 6, 7 lots à rénover, que c'est des grosses rénos sur 6 mois, Ah bah sur là, un an. t'es à plus de 150 000 euros facile, hein. Ouais, Et donc voilà. là, c'est judicieux. Donc là, on arrive à 100, 150 000, 200 000 euros de travaux. Donc forcément, Ça. ouais, ça a vraiment du sens de prendre un maître d'œuvre pour justement. Parce que toi, comme c'est ton métier, tu as du temps. Moi, je suis toujours salarié. Il y a des gens, beaucoup d'investisseurs qui sont toujours salariés. Et du coup, je vous cache pas que des fois, se lever le samedi matin, quand tu as connu une grosse semaine de travail et qu'il faut se lever le samedi matin, prendre l'autoroute et vérifier le chantier, c'est un peu lourd, ouais. C'est un peu Ah lourd. ouais, c'est clair. Bah, c'est lourd pour toi et pour ta famille aussi, hein. Parce que Ouais, je l'ai ouais. fait aussi.
ma femme a pété un câble quand je partais Ouais, j'ai pour des gérer enfants. les travaux. T'as des enfants bas âge, j'en ai aussi, c'est l'horreur absolue pour le conjoint, c'est vraiment pas cool, quoi. Mais bon, en fait, c'est des phases de sacrifice qui sont absolument obligatoires dans notre parcours. Et là, on parle ici de travaux, de délégués, parce que il y a aussi, on va en parler, une erreur commune sur la gestion des travaux, c'est faire les travaux soi-même, parce qu'on pense qu'on va gagner de l'argent. Et qu'est-ce que tu peux nous dire un peu là-dessus? Est-ce que tu as des anecdotes un peu sur le sujet? J'ai une expérience sur ce sujet, effectivement. J'ai un appartement du côté de Langon que j'ai rénové entièrement tout seul. Ouais. Et j'y ai passé 6 mois. Tu sais, c'est les cordonniers les plus mal chaussés. Non, mais Maître alors, je te d'œuvre, dis ça mais parce que j'étais en budget, mais vraiment, j'étais vraiment budget limité. Donc, ouais, je comptais chaque euro parce que j'avais fait ça. Enfin, j'avais payé les travaux sans crédit. Donc, ouais, ok. Bon, ça, c'est une autre expérience et autre connerie. Mais mais bon, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Mais c'est vrai que l'échec, exactement. enfin Mais l'expérience fait que bon, forcément, enfin du c'est un coup, peu faire les avec. travaux soi-même, ça te monopolise déjà beaucoup de temps. Ouais. euh, la compétence que tu n'as pas forcément. Et sincèrement, je suis pas le meilleur bricoleur, c'est pour ça que je fais appel à des entreprises. Et aussi, je vais te dire un truc, tu vas chez Castorama ou Leroy Merlin, tu achètes les tuyaux qu'il te faut, tu rentres à l'appartement, tu fais des travaux, il te manque un raccord, il te manque un truc. Tu retournes chez Castorama, tu perds 2 heures. Et c'est un temps de fou de perdu de faire des travaux soi-même, hein. Ouais, ça je suis entièrement d'accord avec toi. J'en parle souvent sur cette chaîne YouTube. Vous connaissez mon avis sur le sujet. Moi, je suis vraiment pas du tout partisan de faire les travaux soi-même. Ok, sur les premiers projets, quand on remet la main à la pâte, on trouve un petit studio, il y a un peu de rafraîchissement, un petit coup de peinture, un bout de parquet à poser. Ça prend quelques samedis. J'ai le papa, j'ai le copain, j'ai la cousine, j'ai le frère, j'ai la sœur qui peut me filer un coup de main. Sur des petits travaux, ça peut valoir le coup pour une remise en location rapide. Je suis ok avec ça. Mais Ouais. là, sur des grosses rénaux de plusieurs appartements et tout ça, je trouve que ça n'a vraiment pas de sens, quoi. Faut vraiment absolument déléguer parce que nous, Je suis d'accord, ouais, je suis d'accord avec toi. Et même rien que pour le jour où tu revends, en fait. Si tu revends et que tu dis que tu as tout fait toi-même, bah, ça donne moins confiance peut-être d'acheter ce projet-là plutôt que ça a été fait par des artisans avec des factures. Ouais, alors moi perso, j'ai une expérience aussi là-dessus. J'ai déjà visité des immeubles qui avaient été rénovés par les personnes qui vendaient l'immeuble. Et je te cache pas qu'au niveau des finitions, au niveau de, en fait, tu sentais que enfin, dans les appartements, tu sentais que c'était pas au niveau d'une entreprise, quoi. On sentait que c'était pas au niveau C'est normal. de quelqu'un qui fait ça vraiment, vraiment. Enfin, moi, enfin, j'ai fait faire de la rénovation pour des grosses boîtes de bâtiments. L'appartement, il est nickel. Et d'ailleurs, l'appartement est tellement nickel que le locataire veut plus se barrer maintenant. La dernière fois, je suis passé voir chez lui et l'appartement, il est encore nickel. Il me dit, putain, c'est trop bien, c'est nickel et tout. Enfin, et l'appartement n'a pas bougé. On a fait une jolie finition. On a mis un peu de, comment t'appelles ça sur les murs? C'est la toile de verre, non? Je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, ouais, c'est Donc, ça. mais la toile de verre vraiment de bonne qualité. Donc les murs ont vraiment pas bougé. Enfin, je veux dire, c'est le sol est toujours nickel. Et le locataire me dit, ah, je suis trop bien ici, j'ai plus envie de partir, quoi. Donc moi, la qualité des travaux, la qualité de la finition, la qualité le prix que vous allez payer en face sur le choix de votre artisan a vraiment un impact qui est considérable sur votre rentabilité, sur votre turnover, sur votre tranquillité. Et Mhm. là, l'exemple que je vous donne, c'est exactement ça. C'est le locataire se sent bien, il paye tous les mois, il n'a pas envie de se barrer, donc du coup, pas de turnover. Et moi, du coup, ben, j'ai que à regarder une fois par mois sur les comptes s'il a bien payé, et ça s'arrête là. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais c'est magique, quoi. Non, mais je Et, suis d'accord, hein. Je suis d'accord. c'est absolument magique, quoi. Et je trouve que la qualité des travaux, c'est vraiment super important, quoi. Alors du coup, est-ce que tu as des anecdotes un peu à nous raconter sur les travaux, sur les artisans pas sérieux ou très sérieux, justement, des choses un peu... Attends, là, tu me prends de court, Je te je prends de court. réfléchis. Je vais me blaguer un peu avec autre chose. Ça marche. Donc, on a parlé des acomptes. Donc, en général, quand on fait un devis, tout à l'heure, on parlait des acomptes. Donc, en général, on paye les artisans en 3 fois. Donc réfléchis à une anecdote. On parle encore un petit peu des acomptes et après on parlera d'une anecdote. Donc on parlait tout à l'heure des acomptes. Donc en général, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un premier acompte quand on va démarrer le chantier, donc pour que les artisans puissent, on va dire, acheter les premières fournitures. Ensuite, il y a ce qu'on appelle une situation au bout d'un mois ou deux de chantier. Alors ça dépend de la taille des chantiers. Il peut y avoir plusieurs situations. Donc après, JB, peut-être tu pourras nous en parler. Mais est-ce que tu fais faire des situations tous les mois, à chaque étape? Comment tu marches, toi? Bah, pour revenir déjà sur les acomptes, généralement, ouais, effectivement, on paye en 3 ou 4 fois. Moi, j'aime bien payer en 4 fois, enfin, faire payer en 4 fois. D'accord. Un acompte, une situation à 60%, une à 90%, et Ouais. je garde 10% jusqu'à ce que la dernière réserve soit levée. Ouais, Et ça, alors, c'est important
10%, c'est vraiment le minimum. Mais quand tu gardes 30%, ça fait beaucoup pour l'entreprise. Oui. Mais 10%, tu lui fais comprendre que, OK, c'est bientôt fini, il reste que les dernières réserves à lever et on le lève. Enfin, dès que c'est fait, Donc on l'élève. du Il coup y a pour d'autres projets qui sont plus gros. Typiquement, j'ai un projet dans Bordeaux, une grosse maison dans laquelle on fait 3 studios, plus la maison des propriétaires, où c'est un peu pénible, mais l'entreprise, elle me fait des factures toutes les semaines. Donc ça, c'est pénible, mais bon, c'est leur fonctionnement. ça c'est un peu C'est moi difficile à suivre aussi, hein. ouais, je comprends des situations, par exemple, sur des très gros chantiers, faire des situations mensuelles avec un pourcentage du C'est montant du ça. devis. Ouais, ça, je le fais. En Ça, fait, tu ça, as une situation avec un avancement à 30% pour tel poste, 100% pour celui-là, et au final, ça te fait le total. Et là, c'est vraiment juste. ouais, Ça, c'est ce que j'essaie de favoriser, hein. ouais. Moi, je suis aussi comme toi sur la partie réserve. J'aime bien me garder 10 à 15% à la fin. On appelle ça des réceptions de chantier. Alors, tout à l'heure, JB parlait de réserve. Alors, les réserves, c'est quand vous arrivez dans un appartement et que vous voyez, par exemple, qu'il y a une prise qui est mal mise, qu'il y a un endroit qui est pas suffisamment fini à votre goût, qu'il y a une plainte qui est pas suffisamment bien collée. Il y a des petits détails qui vous gênent. Nous, on appelle ça des réserves. Et en fait, les réserves, elles sont faites pour être levées. Et une fois que, en fait, il faut faire des mails à l'artisan. Moi, je fais carrément un mail. On va avec lui sur le chantier. On regarde un peu ce qu'il a fait. Et du coup, je lui dis, bah, écoute, là, je vais te faire un mail. Il y a ça et ça qui vont pas. Et on refait le point dans X semaines, X jours. Et une fois que toute la liste que je t'ai mis par mail de toutes les réserves que j'ai vues sur le chantier sont levées, je te verse les dernières à compte. Tu fonctionnes comme ça aussi, toi, JB? Ouais, et moi j'ai un logiciel de réception de chantier qui est avec une application Ouais. où je rentre le plan du logement et avec ma tablette, c'est très facile, je marque les réserves et après je diffuse tout aux entreprises. Ah Mais oui, c'est à peu d'accord. près le même principe. Ah oui, d'accord. Donc toi, c'est carrément, t'arrives carrément sur le chantier avec ton iPad et tu cliques sur les postes et tu mets des réserves et après, c'est Et envoyé aux après, tu entreprises. diffuses à chaque entreprise son lot. Enfin, l'idée, c'est d'automatiser tout ça pour que ce soit le plus simple possible, hein. Ok, Plus simple pour d'accord. moi et pour les entreprises. Ok, ouais, ben voilà, moi je fonctionne à peu près pareil, mais à plus petite échelle. Mais c'est vrai que gardez-vous toujours à la fin. En fait, les entreprises, il faut vraiment leur faire comprendre que c'est vous le client, C'est ça. c'est vous qui voulez vraiment avoir quelque chose de qualité. Donc il faut vraiment pas céder parce qu'en fait, elles vont vous demander régulièrement des acomptes, ce qui est normal. Ça fait partie de la vie de leur entreprise. Ils ont besoin d'acheter du matériel, ils ont peut-être des employés à payer. La trésorerie, ça fait partie du nerf de la guerre. Et il faut savoir des fois, moi j'ai eu des cas de figure où j'ai dû lâcher un petit peu le lest, c'est-à-dire verser un petit peu plus d'acompte pour justement qu'il avance un petit peu, parce qu'il disait, voilà, là j'ai besoin d'acheter un peu plus de cam, où il y a des travaux qui n'étaient pas prévus, donc du coup tu vois, tu es obligé un petit peu, le jeu des acomptes, et c'est un jeu un peu entre vous et eux, et il faut essayer de trouver la balance juste entre, ok, vous avez besoin d'acompte, mais je vous tiens un peu par le col, entre guillemets, et de Ouais. temps en temps savoir un petit peu lâcher. C'est quoi ton Je suis expérience là-dessus? d'accord avec toi et notamment avec des petites boîtes pour les menuiseries extérieures. Ils vont aller chercher chez leur fournisseur et le fournisseur, il demande de le payer à la sortie du camion. Donc, enfin, à la sortie de l'entrepôt, quoi. Ouais. Et du coup, pour les menuiseries, j'ai tendance à lâcher un peu plus tôt, avant la pause, et après, je lâche le reste une fois que c'est posé. Mais pour ça, je joue le jeu un peu comme toi. Du coup, là, par exemple, parce que là, les menuiseries, bon, il faut savoir une chose, c'est que les menuiseries, ça coûte relativement très cher, ça a vraiment un coût relativement important. Tu fais comment? Tu gères, par exemple, 50%, 50%, Ouais, c'est ça. Je fais 40%. 40% à la commande, parce qu'en fait, l'entreprise, elle doit payer tout de suite 50%. ouais. Euh, et après, je garde 20% à la fin. Donc, je laisse 80% pour qu'ils puissent récupérer les menuiseries à l'entrepôt. Et après, les 20% restants, c'est à la pause. Ouais, parce que là, en fait, on est sur les cas de figure où la marchandise coûte très cher et du coup, ils peuvent pas, en fait, ça va vraiment plomber leur trésorerie si tu leur fais pas un acompte qui est suffisamment. Donc, Ça. ils ont vraiment besoin de la trésor. Après, bon, là, par exemple, quand on passe sur des postes, par exemple, de peinture ou, Oui, non, là, je suis d'accord. Non, là, c'est à l'avance. ils ont pas vraiment de gros coûts parce que la peinture, ça coûte pas, ça leur coûte pas très cher. Eux, ils passent beaucoup de temps sur le chantier, donc c'est plutôt on parle plutôt de prestations. Et là, pour le coup, on peut vraiment faire un petit acompte au démarrage pour s'engager avec l'entreprise. C'est ce que j'allais dire, justement. J'allais dire que si tu as que de la main-d'œuvre, eh ben, la compte, faut qu'il soit réaliste. Faut pas que l'entreprise, elle te demande 30% si tu as que de la main-d'œuvre.
Parce que si tu n'as que de la main-d'œuvre, bah, tu peux le donner un tout petit peu parce qu'au final, il n'a rien à payer, il n'a pas de matériel à acheter. Ouais, c'est un peu de peinture, un peu de pinceau, un peu d'essence dans le C'est ça. fourgon. Enfin voilà, je force un peu le trait, mais c'est un peu ça l'idée. Donc du coup, est-ce que tu as des anecdotes? Donc on revient sur les anecdotes. Est-ce que tu as des cas de figure où ça s'est mal passé avec des clients, ou ça s'est mal passé avec des entreprises? Et comment tu as géré des cas de Ah figure où oui, oui, c'est... alors ça, enfin, c'est pas tous les jours, mais c'est un métier où tu as des problèmes tous les jours à régler. Et, D'accord. euh, et bah, typiquement, l'entreprise, hier, hier matin, je vais sur le chantier, l'entreprise, j'avais rendez-vous avec lui, il restait un doublage à faire sur un mur, j'arrive à 8h30, je le vois qu'il est là, donc je vois qu'il bosse. Euh, je pars, qu'est-ce qu'il fait? Il part derrière moi. Et derrière, moi, j'appelle tout le monde, dit c'est bon, c'est fait, vous pouvez venir, on avance. Ceux que j'ai mobilisés, ils viennent l'après-midi, et il me dit, il n'y a rien de fait. Et bah, du coup, là, j'ai pété un câble et j'ai hurlé sur l'entreprise qui était censée travailler et faire ce qu'elle avait à faire. Donc, tu vois, ça arrive un peu tous les jours quand même, hein. D'accord. Et Sur... comment tu Ouais. gères les cas où les entreprises sont un peu, ont un peu ton chantier on va dire ils viennent quand ils veulent, tu vois, ils sont un peu en mode distant, ils avancent pas, tu vois. Comment tu gères les cas où en fait il faut accélérer en fait, tu vois? Bah là, tu gueules. Enfin, malheureusement. Non, mais c'est vrai, hein. Et je vais te dire un truc, c'est celui qui gueule le plus fort. Ouais, C'est celui qui gueule le plus fort et faut le harceler, quoi. Et même si, en fait, enfin, c'est pas un jeu, mais c'est les entreprises, les artisans, ils sont comme ça, ils te répondent plus au téléphone. Mais il faut continuer, continuer, continuer et appeler. Et il y a un moment, ils vont venir, quoi. Et s'il y a un maître devant entre les deux, comme moi, bah, moi, je rajoute une couche ouais. ça avance. Là, en plus, toi, tu es maître d'œuvre, donc tu as un potentiel de clients, de chiffre d'affaires qui est relativement important, enfin plus ou moins important. Et du coup, les entreprises qui travaillent avec toi, elles ont tout intérêt à s'y filer, entre guillemets, parce que du coup, sur le long terme, elles savent que tu vas ramener des chantiers. Si elles sont sérieuses, qu'elles font des prix compétitifs, elles ont vraiment un gros intérêt à travailler avec toi, quoi. C'était le sujet hier, quoi. Je dis, bah, non, mais hier, enfin, exemple d'hier, hein. Le matin, je dis, j'ai des engagements auprès de mon client, donc vous en prenez aussi. Je vous ai demandé avant de me rendre cet engagement-là, et, euh, et vous partez une heure après. Donc non, si c'est comme ça, on va arrêter de travailler ensemble. Et tu vois, bah, tu menaces un peu d'arrêter la collaboration ou le partenariat, parce que si ça marche pas, bah, on passe à autre chose. Ouais, voilà, c'est un peu dommage, c'est un peu des extrêmes. Là, bon, bah, je vous cache pas que les Hier, entreprises. j'étais énervé. Ouais, tu m'étonnes. Bah, ça m'étonne pas, moi aussi, ça m'est arrivé de me prendre la tête avec les artisans. De toute façon, pour clicher un peu, mais dans l'éducation nationale, les voies professionnelles ont souvent été clichées comme des voies de garage. Et faut appeler un chat un chat. Les gens, on va dire, les artisans, après, on le voit sur les chantiers, quoi. Je veux dire, l'organisation des chantiers, la façon dont ils travaillent, la rédaction des devis. Bon, mais voilà, nous en France, on est très fort sur l'ingénierie, on est très fort sur le tertiaire. Ben oui, très bien, mais après, sur les chantiers, on a une autre réalité en face. Et bon, c'est vrai que c'est un peu pénible, hein. Et bah, d'où l'intérêt de prendre des boîtes moyennes. Oui, oui, Quand tu oui. prends des boîtes moyennes, des fois, ils ont un service études ou ils ont quelqu'un qui fait les chiffrages. Et c'est pas le plombier qui pose les tuyaux le jour qui fait les devis la nuit. Et donc, tu vois, d'où l'intérêt de prendre des boîtes un peu moyennes en termes d'effectifs. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi aussi là-dessus. Parce qu'en fait, les artisans solos, souvent, ils sont débordés, ils sont au four et au moulin, et comme je dis C'est ça. souvent, faut déléguer, et En fait, ils ont pas, ils pensent que personne ne pourra faire ça mieux qu'eux, et du coup, ils bossent 7 jours sur 7. Moi, j'ai vu des artisans bosser 7 jours sur 7, hein. Moi, J'en ai, hein. j'ai déjà vu des artisans venir bosser sur mes chantiers le dimanche, quoi. Et les locataires qui étaient autour me dire, m'appeler, me dire, qu'est-ce qu'ils foutent là, comment ça se fait qu'ils travaillent, il y a du bruit et tout, et chaud, quoi. Je veux dire, je sais pas, t'as déjà eu cas, toi, un peu là-dessus? Oui, bah, les entreprises, les jours fériés, il y en a qui connaissent pas, hein. Ouais, 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 clairement, Il y en clairement. a qui connaissent pas. Et le samedi, ils le travaillent de base, en fait. Et en fait, ils travaillent beaucoup toute l'année. Et au mois d'août, ils sont plus là. Ouais, ouais, Mais ouais. ça se comprend, hein. Les gars, ils charbonnent toute l'année, ils bossent 6 jours sur 7. Et après, bah, ils se reposent pendant un mois. Mais c'est vrai que les gars, ils bossent, hein. Ouais, ouais, ouais. Dans le bâtiment, c'est des boulots assez costauds. Ouais. Sur la poussière, le bruit. En général, on trouve on trouve plutôt il y a pas beaucoup de Français sur les chantiers en général. Enfin, Non, c'est vrai. Non, je suis ça d'accord. dépend. Ouais. Là, moi, bosse dans le transport, et c'est vrai que je suis souvent sur les chantiers, et on voit clairement que les métiers les plus difficiles, il n'y a pas vraiment beaucoup de main-d'œuvre. Nous, enfin, moi, j'appelle ça des fils de boomers. Il n'y a pas de fils de boomers sur les chantiers, quoi. Il y a pas de Guillaume, il n'y a pas de Romain, il y a pas de Jonathan sur les chantiers. Ça n'existe pas, ça. C'est un mythe.
T'en as un peu, un peu. Ouais, Sur les métiers très techniques et enfin, ouais, genre électricité, plomberie, enfin, ouais, clim, tu as des métiers sur lesquels tu as de la technique où il faut comprendre de comment ça marche. ouais. Donc, tu as, des Romains et des Jonathan. Ouais, c'est vrai. Ouais, je te rejoins totalement là-dessus. Sur les métiers un peu techniques, il y a des choses comme ça. Sur les métiers un peu plus bourrins, c'est un peu plus, c'est un peu plus difficile, quoi. Bon, bah, écoute, on a quand même pas mal fait le tour. Est-ce qu'il y a d'autres points que tu vas aborder ou qu'on aurait oublié? Est-ce qu'il y a d'autres choses que je t'en prie, fais-nous part d'anecdotes, de choses. Je réfléchis. Ouais, bah, on n'a pas trop parlé des devis. Ouais, on peut Euh, parler un peu plus des devis si tu veux, avec grand plaisir. Qu'est-ce que tu préconises un peu pour les devis? enfin, je pense à ça, juste deux, trois conseils, hein. Ouais, vas-y. Le devis, il faut qu'il soit daté. Il faut qu'il y ait une date d'échéance dessus. Donc, enfin, on sait à quelle date le devis expire parce que les prix ils changent régulièrement maintenant. Ouais. Euh, une fois qu'on a le devis, on regarde, enfin, sincèrement, moi je vais sur société.com Et tu et je vérifies. regarde qui est le patron de la boîte. Est-ce que le patron c'est le gars que j'ai rencontré ou si c'est pas lui, je demande pourquoi. Et pareil, sur l'assurance, est-ce que l'assurance a le même nom qu'il y a sur le devis que le patron de la boîte? Tout ça, c'est à vérifier. Et j'ai mon frère qui avait un projet de rénovation à Agen. Il me montre un devis. Je lui dis, non, mais là, c'est bizarre parce que le devis, sur le devis, il y a marqué ce nom-là. L'assurance, elle est à ce nom-là. La société, elle est à ce nom-là. Donc, je dis, laisse tomber, passe à autre chose. Et Ouais, tu vois, ça, c'est vraiment une c'est- petite astuce à vérifier qui peut vous permettre de vous mettre en confiance ou de dire tout de suite, j'y vais pas. ok. Même si le devis il est bien écrit, hein. Même Sur si le devis est bien écrit. les, c'est pareil aussi, un autre point auquel je pense, c'est les dates de fin de travaux. Est-ce que tu les Oui, fais rédiger sur le devis? j'allais le marquer, ouais. Idéalement, il faudrait marquer la date de début et la durée du chantier. D'accord. Et est-ce que, après, au niveau des pénalités de retard et tout, comment tu fonctionnes? Est-ce que tu leur fais mettre des choses là-dessus ou comment tu... J'ai pas eu le cas encore. Enfin, j'ai pas eu besoin de t'en j'ai pas eu servir? be- non, j'ai pas eu besoin de m'en servir, mais c'est encore délicat parce que si tu commences à parler des pénalités de retard, l'entreprise elle va prendre peur. Ouais. C'est sur des petits projets, c'est assez délicat, hein. Moi, Mais j'ai déjà eu des projets sur lesquels on avait fait des contrats, on a marqué pénalité de retard. ouais. Moi, j'ai déjà eu marqué aussi sur mes devis, mais en fait, pareil, j'ai jamais eu à l'utiliser. Parce qu'en fait, je En trouve fait, que ce qui est bien, c'est que ça fait une petite carotte quand même. ouais, ouais, ouais. Oui, oui, il y a une petite carotte. En général, quand les entrepreneurs le mettent sur leur devis, bah déjà, c'est qu'ils s'engagent à tenir des délais, donc Ça. déjà, ça, c'est plutôt pas mal. Mais ce que j'aime pas trop, c'est devoir me braquer avec les artisans. Tu vois, après, s'ils abandonnent le chantier, que tu as versé des acomptes et qu'ils se barrent en plein chantier, Ouais, qu'ils répondent plus au téléphone, ça, c'est pire. c'est scénario catastrophe, quoi. Donc moi, j'ai déjà eu des... Bon, comme on traîne avec d'autres investisseurs, comme j'échange beaucoup avec d'autres investisseurs, notamment des chasseurs que tu connais bien sur le secteur, et ils me disent, enfin, les acomptes, faut vraiment se méfier, quoi. Faut vraiment se méfier parce que si ça se passe mal avec l'entreprise, vous allez vous asseoir sur plusieurs milliers d'euros et faut vraiment pas braquer la boîte, quoi. Ça, ouais, ouais, tout à fait. La braquer, ou alors faut être sûr qu'elle existe et encore une fois, tu vois, il faut être sûr que la boîte, elle existe depuis enfin, quelques temps. Le micro-entrepreneur qui vient de monter sa boîte, il peut la fermer demain. Ça va Ouais. pas changer sa vie, peut-être qu'il fera autre chose après. Mais si tu fais appel à une société qui existe depuis 4 5 ans, bah, c'est aussi plutôt bon signe parce qu'elle est encore là. Ouais, après, moi, des trucs que j'aime bien vérifier aussi sur les devis, c'est les adresses de l'entreprise. C'est-à-dire que je vais vérifier sur Google Earth si Ouais. effectivement il y a bien le panneau marqué le nom de la boîte et si c'est bien cohérent, quoi. Ouais, tout à fait, je suis d'accord avec toi. Mais c'est vrai que ces vérifications-là, je les fais aussi parce que bah, ça permet de savoir à qui tu as affaire. Ouais, là pareil, quand j'ai fait des travaux, l'entrepreneur m'a reçu dans les locaux de l'entreprise. Donc quand tu vas dans les locaux de l'entreprise, tu sais où est basée la boîte. Du coup, tu vois les fourgons, tu vois l'état des dépôts, tu vois ce C'est qu'ils ont vrai que fait chez eux. Donc voilà, ça, ce sont des points que je trouve qui sont très positifs, quoi. ouais, ça rassure aussi, ouais, je suis d'accord. Ça rassure aussi, quoi. Sur le devis aussi, on peut encore continuer. Au niveau des postes, comment tu vois les choses? Toi, t'aimes bien qu'il y ait des mètres carrés qui soient vraiment définis ou comment tu demandes aux entreprises là? Oui, alors le prix, il est fait avec deux choses. Il y a la surface ou la quantité et le prix unitaire. Donc, pour moi, il faut qu'il y ait les deux. Un devis où il n'y a pas les deux, bah, c'est pas possible parce que euh, du coup, ça engage ni l'acquéreur ni l'entreprise parce que s'il y a marqué un forfait pour pose de sol, bah ok. Mais à la fin, l'entreprise a dit, bah j'ai pas prévu ça. Bah je dis si. Bah non. Regardez sur mon devis, c'est marqué forfait. Enfin, tu vois, Ouais. si c'est pas clair,
ça laisse le doute des deux côtés. Et ça protège ni l'un ni l'autre. Donc il faut qu'il y ait une quantité précise et un prix unitaire. Euh, Ce qui, ah, excuse-moi, ce qui permet aussi de vérifier les deux. Très bien. Après, en termes de, comment dire, d'imprévu, de montant, on va dire qu'est-ce que tu préconises sur un chantier en termes de trésorerie supplémentaire, par exemple en termes de, je T'as sais pas, raison, ouais, je voulais en parler. Ouais. Euh, j'ai jamais vu un chantier où il n'y a pas de dépenses supplémentaires. Sincèrement. Non, mais c'est vrai, voilà, c'est ça que je veux revenir. Je le dis et que. Enfin, je dis ça pour une bonne chose. J'ai jamais vu de chantier où il n'y a pas de dépenses supplémentaires, que ce soit de la part du client ou de l'entreprise. Parfois, en tant que client, tu vois le chantier qui avance, tu te dis, ah, mais j'aimerais bien que ce mur-là, il soit bleu, Ouais, je voudrais bien refaire une cloison là, mettre une verrière ici. Et tu as des idées en plus qui viennent, qui coûtent de l'argent, mais ça peut être une source de coûts supplémentaires. Donc ça, c'est à prévoir. Ou alors, typiquement, tu as choisi un carrelage, il se fait plus, il faut prendre un autre qui est plus cher. Enfin, vraiment, tu peux avoir des petites surprises comme ça. Et après aussi, parfois, tu as l'imprévu de chantier où tu casses un mur. Quand tu démolis, bah, qu'est-ce qu'il y a derrière le mur? Je sais ouais, pas, il y a un truc, il y a une surprise, quoi. voilà. Ah, Il y a un trou où le bâtiment il va tomber, où il y a de l'amiante. Enfin, tu peux toujours avoir une surprise. Et je dirais, il faudrait prévoir idéalement 10%. ouais, moi, c'est ce que je préconise aussi, c'est toujours au moins 10% de trésorerie supplémentaire. Alors, pour être parfaitement clair avec ceux qui nous écoutent, vous avez 10 000 euros de travaux, vous prévoyez, alors c'est pas 1000, mais c'est 2 000 3 000 euros. Si vous êtes sur des chantiers à 50 000, ben, vous prévoyez 10 ou 15 000 euros de plus. Alors on tape en large, évidemment, pour plusieurs raisons. La première, c'est que, comme il dit, si jamais il y a du dépassement de travaux, ben, du coup, vous pouvez faire face. Si vous avez des imprévus, s'il y a des choses qui se passent mal, ou si l'entreprise, comme il dit, il y a de la fourniture qui se fait plus, ou que vous avez besoin de changer de modèle, ou que l'entreprise a déjà acheté, qu'elle doit racheter, parce que ça aussi, ça a déjà dû t'arriver. Ils achètent un truc et en fait ils se rendent compte que finalement il faut que ça revienne au fournisseur. Donc du coup en attendant pour que le chantier avance, il faut racheter. Enfin, vous voyez, il y a plein de cas de figure possibles, inimaginables. Et la réno, il y a un cauchemar dans la rénovation, on va pas en parler. C'est la réno, on casse, on sait pas ce qu'on trouve. C'est ça. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ça en détail? Est-ce que tu as eu des cas de figure où où ça s'est vraiment mal goupillé? Pas mal goupillé, mais typiquement le projet d'un Bordeaux que j'ai actuellement, on a cassé une extension pour la reconstruire. Et du coup, bah, tu démolis tout. La maison, on l'a curée, hein. À l'intérieur, il restait quatre murs, charpente Ah et ouais, couverture qu'on allait changer. Et quand tu retires tous les lambris, tous les placos, et ben derrière ça, tu vois un mur en pierre tout fissuré. Et, ah ouais, chaud. et moi, ça m'a pas inquiété. Ouais. Enfin, il y avait un bureau d'études sur le projet, donc on a fait appel à lui, on l'a sollicité pour ça. Mais les clients, ils voient ça, et au fur et à mesure des travaux, on déposait un côté, on voyait une fissure. On déposait le côté, on voyait une fissure. En fait, les clients, ils disent, ma maison, en fait, c'est des pierres qui sont posées les unes sur les autres, quoi. Et tu vois, typiquement, ça, tu peux pas l'anticiper. Et tu peux le reprocher à personne. Parce que, bah, c'est la maison qui est comme ça. Ouais, parce qu'en fait on a acheté, et en fait tu te retrouves devant le fait accompli. Et ça en rénovation, c'est vraiment affreux, quoi. Moi, La phase de démolition, c'est la phase des surprises, ouais. ouais, c'est la phase des surprises. Ouais, ouais, c'est vrai que là-dessus, la rénovation, c'est un peu infernal, quoi. Il y a des moments, tu te dis, mais en fait, moi, j'ai eu des soucis aussi avec des évacuations. Par exemple, il y avait une douche et en fait il y avait une pente qui était pas suffisamment importante, du coup tu es obligé de relever la douche. En fait on pouvait pas casser on pouvait pas casser le sol parce que ça atterrissait chez quelqu'un d'autre. Du coup on était obligé de faire avec. Je voulais mettre un receveur extra plat pour que ce soit vraiment sympa, douche à l'italienne, et on n'a pas pu le faire. Et typiquement en rénovation, ça c'est le cas concret de la rénovation. Tu es obligé de faire avec ce qu'il y a, et forcément bah, tu es obligé de faire des concessions, quoi. Donc c'est un peu chiant, quoi. Ouais, bah, c'est un peu ouais, tous les jours. Effectivement, tous les jours, ouais. Tous les jours la Donc, il y en a rénovation. tellement tous les jours que j'ai même plus d'exemples, tellement Tellement c'est récurrent, quoi. Tellement il y a des c'est ça. dépassements de travaux, tellement il y a des. Non, la rénovation, faut se faire à l'idée. Il y a toujours du dépassement. Donc, du coup, c'est vrai que j'en parle beaucoup sur cette chaîne. Je parle d'épargne, je parle de trésorerie, je parle de cash is king, j'en parle tout le temps en large en travers. C'est parce que, en fait, quand vous allez voir l'épargne, ça va vous sauver. Parce que si vous devez faire un crédit à la consommation pour payer une entreprise, je vous garantis que c'est très compliqué, quoi. C'est très, très compliqué de Ouais. faire ça, quoi. C'est. Et c'est un peu la cerise sur le gâteau. Si tu as prévu de l'argent en plus, mais que tu ne l'as pas dépensé, bah, tu peux payer tes meubles avec ou tu peux faire Ouais, des c'est trucs en ça, plus. c'est ça. Après, il y a d'autres petites astuces aussi. On parlait des devis sur les montants des travaux et compagnie. C'est que pour pallier à tous ces problèmes-là, vous savez, les travaux, souvent, on les emprunte à la banque. Et en fait, comme tout à l'heure, on vous conseillait avec JB de faire plusieurs devis, ben, en fait, en général, moi, ce que je fais, c'est que je présente le devis le plus cher à la banque. Comme ça fait la trésorerie supplémentaire. Par exemple,
on a trois entreprises, trois prix différents. On a pris l'entreprise, par exemple, la moins chère parce que ça s'y prêtait bien. On a un super feeling avec l'entrepreneur. Ils nous ont montré vraiment qu'ils avaient pignon sur rue, qu'ils faisaient du travail de qualité. Et du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on va présenter le devis le plus cher à la banque, justement en prévision de savoir, ben, quand on va faire la démolition, il va peut-être y avoir des surprises, il va peut-être y avoir des travaux supplémentaires. On va peut-être se retrouver avec, comme il dit, des cloisons à déplacer. Moi, j'ai déjà eu, en fait, je voulais repeindre le plafond, mais en fait, l'entreprise m'a dit, mais non, le plafond, on peut pas le repeindre. Donc, du coup, il faut remettre des Contact. suspentes, Ouais. rerailler, remettre du placo. Et je lui dis, mais du coup, ça va me coûter combien? Mais du coup, je vais t'enlever le post-peinture, mais par contre, je vais te rajouter. Ouais, donc, du coup, tu te retrouves avec 2000 balles de dépassement de chantier, quoi, tu vois? Ouais, mais malheureusement, ça arrive. Et c'est à la phase démolition que tu le vois, hein, Ouais, franchement. ouais, c'est la phase démolition. Moi, j'ai déjà eu le cas de figure aussi où j'ai essayé de repeindre sur du carlis. Là, tu sais, le carlis, c'est cette espèce de plâtre là qui était mis sur les murs. Là, je sais pas si ça te parle. Non. Et en fait, la peinture accrochait pas, tu vois, dessus, tu vois. La peinture accrochait mal dessus. Donc, du coup, ils sont obligés de revenir X milliers de fois, changer de peinture et tout ça. Donc, du coup, on perd un temps fou en fait sur la rénovation. C'est pour ça la rénovation, c'est un peu faut s'accrocher quoi. C'est pour ça qu'aujourd'hui on essaie de faire cette vidéo, lui et moi, parce que en fait on essaie de vous dire que oui c'est possible. Il faut vraiment bien se protéger, bien choisir les bons artisans, bien mettre de la trésorerie de côté pour justement avoir quelque chose de qualité, parce qu'en fait c'est le but final quoi. Le but final c'est d'avoir la qualité quoi. Donc voilà, bon je pense qu'on a quand même pas mal fait le tour. Ça fait déjà 45 minutes qu'on est ensemble déjà, je trouve que c'est pas mal. Ouais, ça passe vite, ouais. Ça passe vite. On a fait un peu le tour un peu de. Est-ce qu'il y a d'autres points encore que tu veux évoquer, toi, ou il y a d'autres trucs que tu as vus En petite conclusion, rappelez-vous que c'est vous le patron, quoi. Si c'est vous qui payez, c'est vous le client, donc euh, enfin, vous décidez. L'entreprise, elle peut vous dire des choses, mais c'est quand même vous qui décidez au final. Donc ça, c'est la petite conclusion. Ouais, c'est vous les patrons, c'est pas eux qui décident, il faut vraiment pas se laisser faire. C'est Alors ça, ouais. surtout si on est une nana, surtout si on est une nana, les artisans Ouais. ont un peu tendance à vouloir vous marcher dessus entre guillemets et un peu à charger. Alors, ils ont un peu tendance à charger la mule plus quand c'est des nanas que quand c'est des mecs. Je sais pas si t'as déjà eu le cas de figure, mais ils ont Bah, ils- Off, moi non, parce que du coup, enfin, c'est moi qui traite avec les entreprises, ouais. Mais tu sais que mais c'est vrai que pour l'entendre, parfois ils disent, ah, lui, je lui ai fait plus cher et tout. Ouais, ah, putain. ouais, c'est pas cool. Parce Et qu'en ouais, fait, c'est pas cool, ouais. suivant le secteur où ils sont aussi, suivant, bah là, nous on habite en Gironde, donc par exemple, typiquement le bassin d'Arcachon, ils savent qu'il y a un pouvoir d'achat qui est relativement important, et du coup là, ils n'hésitent pas à, entre guillemets, à tirer à vue parce qu'ils savent qu'en face, il y a le pouvoir d'achat et que de toute façon, les gens sont pas trop regardants. Alors que nous, on T'as, investit. t'as des entreprises qui vont travailler que sur le bassin d'Arcachon pour ça, hein. Ouais, je sais. Ah, mais j'ai connu ça. Moi, j'ai connu des mecs qui me disaient, nous, on va que sur le bassin parce qu'on sait que là, on peut, on a des belles marges, on travaille, on a beaucoup de travail, il y a beaucoup de pouvoir d'achat, donc on peut y aller, quoi. Et donc, nous, en tant qu'investisseurs, on regarde plutôt notre rentabilité parce qu'évidemment, plus les travaux sont importants, plus notre rentabilité va baisser. Donc, forcément, plus de crédit et moins de cash flow. Donc, forcément, ça a un impact sur nous, les travaux. Est-ce que tu as des livres que tu pourrais nous conseiller ou c'est plutôt est-ce qu'il y a des choses est-ce qu'il y a un livre qui t'a hors travaux, est-ce qu'il y a des livres qui t'ont un peu marqué ces derniers temps ou des choses un peu qui t'ont Ouais, en ce moment, je suis en train de lire L'effet cumulé. ouais, putain, il est super ce bouquin. Je l'ai aussi à côté L'effet de moi. cumulé, on me l'a conseillé et il est super. Franchement, ça change la façon de voir les choses. Et du coup, bah, voilà, je recommanderais celui-là en ce moment. Ouais, je l'ai juste à côté de moi. Alors, je vais pas me mais c'est Darren Hardy, je crois de mémoire, Ouais. super bouquin. Moi, il fait partie de mon top 5 aussi. Est-ce que tu as une citation que tu aimes bien ou qui te suit un peu en termes de fil conducteur pas spécialement? Ça, c'est intéressant, tu as des J'en ai une en tête, là, je dirais, il ne faut pas attendre, attends, d'être parfait pour faire quelque chose de bien, je crois, c'est ça? C'est exactement, l'abbé ouais. Pierre, non? Ouais, oui, c'est Olivier Roland, il dit fait vaut mieux que parfait et C'est enfin vrai. parfait vaut mieux que enfin pas parfait vaut mieux que parfait, tu vois. C'est-à-dire faut faites les choses pas à pas, petit à petit, il y aura forcément des erreurs. Là ici, on essaie de vous apprendre un peu de déminer un peu le terrain avant de commencer vos travaux parce que de toute façon, ça sera pas parfait, faut l'accepter, c'est comme ça. Il y aura forcément des choses qui vont pas vous plaire ou les artisans vont peut-être oublier une prise à un endroit, ça fait partie du jeu, hein. Malheureusement, c'est pas on vit pas dans le monde des bisounours quoi. C'est un peu ça l'idée quoi. Et ouais, bah après aussi, enfin, ça n'a rien à voir, hein, mais accepter l'échec, enfin, quand je dis l'échec, c'est pas forcément un échec, accepter que ça se passe pas très bien aussi, parce que ça, c'est pareil pour tout le monde. Donc, il faut le prendre un peu avec philosophie Et prendre un peu de et distance, ouais. ça se Bah, passe pas forcément comme on a toujours prévu. Et pour tout, en fait, hein. ok, c'est top. Bon,
On va arrêter là pour aujourd'hui. Je crois qu'on a fait pratiquement 1 heure de vidéo. On a pratiquement 50 minutes, donc c'est top. On va arrêter là, JB. Bah écoutez, bah, si c'est pas encore fait, si vous êtes toujours là, bah, abonnez-vous, mettez un pouce like en dessous de cette vidéo. Dites-nous dans les commentaires, bah, écoutez, tout ce qui vous passe par la tête, c'est-à-dire est-ce que les travaux, vous avez peur des travaux ou pas? Est-ce que vous avez eu des cas de figure où ça s'est mal passé avec des artisans? Bah, je serais très curieux de lire ça en dessous dans les commentaires. JB, je te dis à très vite. Bah, écoute, non, on se voit vendredi pour l'événement que j'ai créé, logiquement. Et je vous dis à bientôt, tout le monde. Bon cash flow, bonne marge. À bientôt. Ciao, ciao. À bientôt, merci. Ciao.